Savez-vous que le TGV a 40 ans? Non, 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 je suis sérieux. Enfin, 40 ans depuis la naissance du projet. Mais bien entendu, le TGV, lui, il a 28 ans. Il a été inauguré par François Mitterrand en 1981. C'était la ligne, une portion de la ligne sud-est, c'est-à-dire Paris-Lyon. Non, non. Revenons un tout petit peu en arrière. Nous étions dans les années 60. Déjà, il y avait la concurrence de l'aviation. Et le chemin de fer, s'il voulait survivre, eh bien, il fallait qu'il roule vite. Et avec la traction à vapeur qui était toujours en service, eh bien, c'était le 120 km/h et exceptionnellement le 140. Et puis, en 1952, vous vous en souvenez, avec l'électrification de Paris-Lyon, on arrivait avec les CC et les 2D2 à rouler à 140. C'était le maximum. Donc, si le train voulait lutter contre l'automobile et l'aviation et l'aérotrain dans lequel on mettait à l'époque de très grands espoirs, eh bien, il fallait qu'il roule vite. D'où l'idée qui a germé dans la tête des ingénieurs de la SNCF, de la direction de la recherche et du matériel, eh bien, d'une nouvelle race d'engins capable de rouler à près de 300 km/h. Vous vous rendez compte? On doublait quasiment la vitesse. On passait de 150 à 300. Mais pour cela, il fallait faire des études. Il fallait convaincre les autorités, convaincre les politiques. Et la SNCF, donc, a remis un projet en 1969, nom de code C03. C03 a été accepté par le gouvernement, mais à l'époque, il s'agissait de construire un train à grande vitesse le long de l'autoroute du Nord, et oui, entre Paris et Lille seulement. On ne parlait pas du Sud-Est. Donc, C03 1969, voilà pourquoi nous parlons des 40 ans du TGV. La suite, eh bien, vous la connaissez, c'est le gouvernement accepte, lance, c'est Giscard d'Estaing, le programme TGV. 1972, sortie de 2 rames expérimentales à turbine à gaz, parce qu'à l'époque, pour aller vite, il fallait de la puissance. Et comment obtenir de la puissance avec le minimum de poids pour aller très vite? Eh bien, c'était les turbines d'hélicoptères. Les 2 prototypes sont sortis pas loin d'ici, c'était à Belfort, chez Alstom. Campagne d'essai, et ce fut tout de suite le succès, puisqu'on a dépassé tout de suite les 300 km/h. Mais, vous vous en souvenez, crise de l'énergie, la première, 1973, la guerre du Kippour, rationnement du pétrole, et là on a dit, fini les turbines à gaz qui consomment trop, vive l'électricité. Et c'est ainsi que le TGV est devenu électrique. Et la suite, eh bien, vous la connaissez, un formidable succès. Je voudrais dire, un savoir-faire à la française. Non pas de rouler à grande vitesse, les Japonais le font, les Allemands le font, mais surtout d'avoir près de 800 trains qui, tous les jours, roulent à 300 km/h. Donc, nous allons vous raconter l'histoire du TGV. Dans ce DVD, donc, un film et 4 bonus. Le film, c'est TGV en 1. Autrement dit, toute l'histoire du TGV depuis le projet C03 jusqu'à l'inauguration en 1981 et le premier record de vitesse. 4 bonus. Premier bonus, viaduc et tunnel, et oui, à ligne nouvelle infrastructure, et donc voilà comment on a étudié les viaducs et les tunnels. Deuxième bonus, les 2 prototypes, Patrick et Sophie. Troisième bonus, comment ça marche? Autrement dit, comment on essaye un TGV à 360 km/h. Nous étions à bord. Enfin, 4e bonus, un homme à métier, contrôleur de TGV. C'est un film suisse assez étonnant. Allez, bon voyage. « 1981. Inauguration à la mesure de l'événement. C'est le président de la République qui ouvre la voie au nouveau TGV. 1955. 331 km/h, déjà. Est-il besoin d'évoquer le chariot des rois fainéants pour mesurer le chemin parcouru par les moyens de locomotion? Le train, quant à lui, bravant la loi universelle, rajeunit à mesure que le temps passe. Sur voie A, Transeurope Express, le Mistral, rapide numéro 1.
Mistral, Capitole, Aquitaine, Étendard. Autant de noms évocateurs de vitesse ou de voyage. Le record a toujours des retombées usuelles. 1967. Le Capitole est le premier train commercial du monde à rouler à 200 km/h. Mais comment atteindre de grandes vitesses sur des lignes non électrifiées? La réponse vient du ciel. Ce qui est bon pour l'avion doit l'être pour le train. La turbine à gaz utilisée en aviation fait naître de grands espoirs. Elle est puissante, légère, peu encombrante. Il suffit de pouvoir l'utiliser dans sa plage de rendement maximum, tout en ménageant sa longévité. D'amélioration en amélioration, un engin d'expérimentation, le TGS, a donné naissance à une première génération de turbotrains appelée ETG. Le turbotrain 3905 à destination de Cherbourg va partir. Avec les RTG, turbotrains de la deuxième génération, la turbine devient reine. Elle remplit seule toutes les fonctions de traction, mais aussi celles liées au confort, telles que la climatisation. La réussite des turbotrains appelait à d'autres recherches. Dans les mêmes conditions que l'étude de profilage d'un avion, une maquette se modèle sa ligne future. À cette élégance utile devait s'adjoindre une plus grande puissance, elle-même aidée par une plus grande légèreté sans perdre pour autant d'adhérence. Problème résolu par le jumelage de deux turbines à gaz et par la répartition du poids sur un grand nombre d'essieux moteurs. Plus de 300 km/h. C'est un nouveau succès remporté par le TGV 001. Pas plus qu'une voiture de course ne saurait emprunter une route fréquentée par des camions, un train à grande vitesse ne pouvait partager une même ligne avec des convois de marchandises. L'inscription de la ligne dans les sites traversés fut facilitée par la capacité qu'a le TGV de gravir à vitesse élevée de fortes rampes pouvant atteindre 35 pour 1000 grâce à l'importante énergie cinétique accumulée. À nouvelle exploitation répond harmonieusement une esthétique nouvelle quand elle respecte la simple beauté. C'est ce que l'on pourrait répondre à ceux qui, peut-être, regretteraient les pittoresques tracés tortueux qui suivent le fond des vallées. D'une explosion peut jaillir une forme nouvelle, et ce n'est plus la mort, mais une renaissance. Quand seront oubliées cette fureur de bruit et cette meurtrissure de la terre, ne restera plus qu'une grande ligne droite, belle de sa simplicité, comme si le peintre l'avait tracée d'un seul coup de pinceau géant dans le paysage. « 1973. Des difficultés parfois naissent les plus grandes réalisations. Bénédiction des contraintes, disait Valéry. En cette année 73, la crise de l'énergie pétrolière semble condamner la turbine à gaz sur les lignes à grande vitesse. Recours apparent, les lignes électrifiées. Mais à grande vitesse,
le captage d'énergie présentait de grandes difficultés. Elles furent résolues par la mise en œuvre d'un pantographe à double débattement. De sa faible inertie, résulte un contact optimum avec la caténaire. Un engin d'étude, la Z7001, permet de tester à grande vitesse un nouveau type de bogie dont la masse se trouve réduite par l'adoption d'une transmission aux moteurs qui sont désormais placés sous les caisses. Et comme il est d'usage pour atteindre une sécurité optimale, le matériel est testé, usé systématiquement, jusqu'à la limite de sa résistance, dans toutes les conditions d'utilisation, par tous les temps, toutes les températures, toutes les saisons, de jour comme de nuit. Les pressions vont être plus basses. La matière, parfois, semble se plier à ce que l'on exige d'elle, quand la grandeur de la réalisation donne la mesure à cette alchimie moderne. L'acier le plus rigide se fait flexible, comme pour répondre plus souple à l'effort de l'homme et de la machine, et mieux épouser son support. Voie classique, caténaire légère, les solutions éprouvées côtoient les innovations. « 26 février 1981. Dans l'ambiance habituelle des événements importants, le TGV atteint la vitesse record de 380 km/h. Nouvelle victoire qui confirme la jeunesse du chemin de fer. De la conception à l'étude, de l'étude à la réalisation, essai, usinage, test, vérification et mise en service, c'est une longue chaîne qui aboutit à l'élément le plus important, l'usager. Aucun voyageur ne doit rester debout dans le TGV, autant pour des raisons de confort que de sécurité. Un appareil électronique permet de faire soi-même sa réservation, même quelques minutes avant le départ du train. À la pureté des formes engendrées par la vitesse, s'allie une architecture d'une harmonieuse rigueur. Sous la gare de Paris-Lyon, la salle d'accueil est devenue ville souterraine, car les villes ont entrepris la conquête des profondeurs. En abrégeant le temps, le TGV a réduit les distances, faisant presque de Lyon une banlieue de Paris, ou de Paris, la banlieue de Lyon. Sur voie D, le TGV 621, départ 12h15 en première et seconde classe, à destination du Creusot, Mont-Solémine, Montchanin, Lyon-Poteau et Lyon-Perrache. Ce train assure une correspondance à Lyon-Perrache sur... Le TGV comporte un plus grand nombre de places en deuxième classe. Mieux, la tarification est modulée, ce qui permet de payer moins cher en dehors des heures de pointe. La grande vitesse n'est plus un luxe, elle est accessible à tous.
621, départ 12h15 à destination de Lyon-Perrache, va partir. Surboîté, attention au départ. Les rames se succèdent rapidement, encore que l'on n'en soit pas au rythme du métro. Les départs nocturnes dans l'odeur âcre de la fumée, le halètement d'une locomotive qui trouve son souffle, le long sifflet tragique et rassurant, le cahotement hypnotique, le front contre la vitre, à regarder au loin en rêvassant, l'enfer du bruit dans un soufflet d'un wagon à un autre, la petite lampe à abat-jour de Crotone sur une nappe blanche, l'aventure, en un mot, le voyage, fascinant, mystérieux, tout cela n'est plus que nostalgie d'un certain passé. Mais on ne bâtit pas l'avenir sur la nostalgie. Aujourd'hui, on voyage vite, très vite, quitte à s'inventer des rêves à la mesure d'un nouvel univers. On part, on arrive. Entre ces deux termes, des centaines de kilomètres parcourus à une vitesse que les plus audacieux des premiers constructeurs n'auraient osé imaginer. Cette vitesse est exigeante. Elle implique un système de sécurité de plus en plus sophistiqué. Plus de signalisation conventionnelle dont la perception est aléatoire à grande vitesse par mauvais temps. Les signaux apparaissent directement dans la cabine par voyants lumineux qui indiquent la vitesse à respecter. Ici, conducteur du 621, appel régulateur. Régulateur écoute. Conducteur du 621, j'ai une séquence à 160, est-ce normal? Oui, t'as un ralentissement à 160 pour occuper. Bien compris, merci, bonne journée. Le poste central est responsable de la circulation sur l'ensemble de la ligne nouvelle. Un ordinateur assure, sous le contrôle du régulateur, la télécommande des itinéraires principaux. Avec le TGV, des régions auparavant mal desservies se trouvent soudain reliées à Paris en 3 fois moins de temps. Tel est le cas de l'ensemble Le Creusot, Montceau-les-Mines, Montchanin. Grâce à un service de car ou par l'emploi de transports individuels, c'est en fait toute une population qui trouve accès à une desserte rapide, favorisant autant l'activité économique que l'usage personnel. En simple logique, notre film prend fin avec notre arrivée à Lyon-Perrache. Voyage d'une rapidité exceptionnelle, dont la durée sera encore réduite par la construction d'une gare à la Pardieu, en plein cœur de Lyon. Elle offrira une capacité d'accueil à la mesure du succès rencontré par le TGV. Son inauguration est prévue en 1983, année où sera mise en service la totalité de la ligne nouvelle. À cette date, de nombreuses villes du Sud-Est, ainsi que Lausanne et Genève,
seront desservis par le TGV avec des temps de parcours notablement réduits. C'est finalement 50% de la population française qui profitera du système de transport terrestre reconnu comme le plus performant du monde. La SNCF est en train de construire la ligne nouvelle TGV Atlantique pour permettre aux habitants de l'ouest et du sud-ouest de la France d'avoir accès aux grandes vitesses ferroviaires. L'ancienne plateforme ferroviaire de la ligne de Paris à Chartres par Gallardon, abandonnée depuis un demi-siècle mais en grande partie préservée, constitue dans le tissu urbain une trouée naturelle, facilitant l'implantation de la ligne de TGV à la sortie de l'agglomération parisienne. Pour cette implantation, la SNCF a tenu compte des contraintes de tracé et de préservation des sites et du voisinage de l'autoroute A10. Cela impose à la SNCF de réaliser en région parisienne beaucoup d'ouvrages souterrains et dans le Val-de-Loire, un tunnel. Ça amène aussi à faire, sur le contournement de Tours, un nombre important de viaducs. Depuis 1960, la SNCF a creusé d'assez nombreux ouvrages souterrains. Parmi ceux-ci, une des réalisations les plus remarquées fut le percement des tunnels de Monaco. Pour la ligne TGV Atlantique, les contraintes particulières de chaque site ont amené à choisir des méthodes de réalisation modernes et variées. Pour passer dans cet environnement de la région parisienne, il fallait absolument trouver une méthode qui donne le moins de tassement possible lors de l'excavation. Consiste à l'aide d'une laveuse, sorte de tronçonneuse, à faire une saignée profonde de 3 mètres, de 18 cm, qui est, au fur et à mesure de sa confection, bourrée de béton et qui épouse la périphérie de l'excavation de la mi-section supérieure. 9 heures après, le béton a séché, forme une coque, et on peut venir excaver la demi-section supérieure et avancer chaque jour ainsi de 2,50 m, voire 3 mètres dans les meilleurs terrains. Puis, on réalise le revêtement définitif de la demi-section supérieure. Et ceci à peu près à 25 mètres du front. Toutes ces précautions sont là pour garantir un tassement minimum. Et quand on a fini la demi-section supérieure, on réalise d'une manière classique, par flot de 5 mètres, la demi-section inférieure et le radis.
Pour réaliser ces travaux en toute sécurité, il faut absolument contrôler, pendant la réalisation, le comportement des terrains, le comportement du soutènement, le comportement de l'ouvrage définitif. La méthode précédente, qui ne permet que de progresser que de quelques mètres par jour en moyenne, n'était pas envisageable pour les tunnels de Villejuste pour deux raisons principales. Le terrain est du sable de Fontainebleau, la longueur à creuser est 2 fois 5 km de tunnel. Ces raisons ont conduit à rechercher une industrialisation du percement en faisant appel à des tunneliers, machines qui ont fait de très grands progrès dans la dernière décennie et qui ont été adaptées au creusement des sols. Les tunneliers de Villejuste réalisent les 4 fonctions d'abattage, de soutènement, de marinage et de revêtement, c'est-à-dire le montage des anneaux. L'abattage se fait au moyen d'une roue excavatrice munie d'outils qui découpent le terrain. Le maintien du front de taille est assuré par pression de boue bentonitique dont le circuit permet en outre l'évacuation des produits d'abattage. La séparation du sable extrait de la boue est effectuée dans des usines de dessablage installées au voisinage des têtes du tunnel. Pour leur vêtement, chaque anneau de voussoir est identique. Il est constitué de 9 voussoirs. 5 voussoirs courants, 2 voussoirs de contre-clé, 1 voussoir de clé. Et enfin, un voussoir de radier sur lequel l'entreprise pose la voie qui lui permet d'approvisionner le chantier. Les caractéristiques des usines de ferraillage et de voussoirs sont leur automatisation. L'usine de ferraillage façonne chaque jour plus de 40 km de ferraille. Au bout de 9 heures, un voussoir sort de l'usine et a une résistance suffisante pour être stocké. L'usine produira au total plus de 50 000 voussoirs. Une caractéristique qu'il faut souligner pour les usines de fabrication des voussoirs, c'est la très grande rigueur avec laquelle ceux-ci sont fabriqués. Rigueur dans les tolérances dimensionnelles, les voussoirs sont réalisés à plus ou moins 1 mm près. Rigueur dans la qualité du béton, qui permet un démoulage à 9 heures, qui est suivi et vérifié par des tests ultrasons et par des éprouvettes classiques.
ligne aborde le Val-de-Loire par le tunnel de Vouvray, ce qui permet de préserver le vignoble réputé situé en couverture. Le terrain rencontré, le tuffeau de Touraine, est tout à fait adapté à l'utilisation de la nouvelle méthode autrichienne. L'habitat troglodytique et les nombreuses caves viticoles creusées depuis des siècles ont montré l'aptitude de ce terrain à être creusé. Le creusement du terrain est réalisé en deux. D'abord la demi-section supérieure, où le terrassement est réalisé au moyen d'une machine à attaque ponctuelle, le soutènement étant réalisé par du béton projeté et des boulons d'encre. Cette méthode est très souple. En effet, dans les zones délicates, on a une panoplie à notre disposition. Au besoin, on peut augmenter le nombre de boulons d'ancrage. On peut augmenter l'épaisseur du béton projeté. Et si le passage est vraiment très délicat, comme dans les attaques, on ajoute des seins. La demi-section inférieure est réalisée par des moyens traditionnels. Le revêtement est réalisé quand l'excavation est complètement terminée et il suit au plus près l'excavation de la demi-section inférieure. Cette manière de réaliser un ouvrage où très longtemps le soutènement provisoire reste en place nécessite une surveillance attentive. C'est pourquoi, journellement, les convergences sont relevées, les nivellements sont notés et les tassements sur le plateau de Vouvray sont enregistrés. « 10 mètres 188. Le tunnel au sud débouche à flanc de coteau sur le premier viaduc du Val-de-Loire, à proximité de l'agglomération de Vouvray. Le traitement de la tête a fait l'objet d'une insertion particulière dans le site. Le TGV traverse le Val-de-Loire perpendiculairement du nord vers le sud. Il a fallu chercher une solution qui permette de maintenir tous les axes est-ouest préexistants. Les cours d'eau, le Cher et la Loire, les routes, les voies ferrées et également les perspectives visuelles. Partout où cela a été nécessaire, nous sommes allés chercher le bon sol. Nous sommes allés entrer les fondations dans le tuffeau de Touraine qui se trouve sous les alluvions des rivières. On y est allé en utilisant diverses techniques. À certains endroits, on a fait des puits. C'est le cas à Vouvray, par exemple. Et dans la plaine, de manière générale, on a fait des barrettes de parois moulées qui sont de profondeurs différentes. Elles sont beaucoup moins profondes sur le Cher, elles sont très profondes sur la Loire pour atteindre ce bon sol. Ce n'est pas très facile, parce qu'un viaduc TGV pèse très lourd. Et les efforts qu'il faut descendre au sol sont importants. Les efforts verticaux, mais aussi, il ne faut pas l'oublier, les efforts horizontaux. Des contrôles rigoureux et assidus donnent les garanties que requiert la sécurité et la disponibilité d'une voie ferrée. À côté des instrumentations qui sont mises en place pour suivre ultérieurement le comportement de l'ouvrage, une part importante des contrôles en cours d'exécution est confiée aux exécutants. Cela permet de mieux intégrer les contrôles au cycle de travail
Cela permet aussi aux équipes de s'améliorer en mesurant leur progrès. Le poussage, c'est une méthode de construction des ponts qui consiste à installer sur une rive un moule où on fabriquera tous les éléments du pont. Chaque élément terminé est avancé de la rive vers les piles pour laisser la place à la construction du suivant. Pendant la période de poussage où les seuls efforts viennent du poids du tablier, une précontrainte partielle, dont certains câbles peuvent être provisoires, confère au tablier une résistance suffisante. Une fois le pont en place, cette précontrainte sera complétée pour résister au poids de la voie ferrée, des trains et pour répartir les efforts sur l'ensemble du pont. Première question qu'il a fallu régler, sur quoi le pont se déplace? Ce qui permet le poussage, c'est la mise au point il y a un assez grand nombre d'années maintenant, d'appuis glissants où on profite du très faible coefficient de frottement entre une matière qui est toujours des flots et un support qui en général est de l'acier. Là, on utilise plusieurs techniques. La première, c'est la technique qu'on dit de lever-pousser, où les vérins commencent par lever un peu le pont pour mobiliser un frottement entre le pont et le vérin, et ensuite le fond avancé. C'est ce qu'on applique sur le viaduc sur le Cher, par exemple. L'autre technique consiste à ancrer dans le tablier du pont des câbles qu'on tire avec des vérins qui sont assez voisins des vérins de précontrainte. C'est la technique tirer-pousser qu'on utilise sur l'ouvrage debout. Malgré cela, déplacer une masse de 13 000 tonnes peut nécessiter un effort de poussage de 800 tonnes. Lors du poussage, pour soulager l'avant du viaduc lorsqu'il est en porte-à-faux, son extrémité est munie d'un avant-bec métallique d'environ 35 mètres, plus léger que la structure en béton, qui permet de franchir les brèches sans entraîner d'efforts trop importants dans le tablier. La jonction entre les deux ouvrages, entre l'estacade du Cher et entre le viaduc du Cher, se fait sur une pile commune. On peut y aller, oui. De 69 086 à 50. À 50. De 58 632 à 53. À 53.
Bon, dis donc, j'occupe la 2 biches jusqu'à 13h40 pour la manœuvre. Non, non, on a le 51 508 à garer chez toi pour 13h30. Ah, tu peux pas le mettre à Montreux? Non, non, pas aujourd'hui. À Bricourt. Bricourt, un instant, Bricourt, Montreux, continue. 55, 85, 27. 27. Un instant, Lure. Montreux. 55, 87, à Port. 30. 47, 67. 27. 40. Un moment à Bricourt, un moment, Lure. Montreux. La croissance d'une société ne va pas sans quelques bousculades. Quand, chez l'homme aussi, les voyants rouges s'allument, il faut aborder les difficultés avec un regard nouveau. Nouveau-nés du chemin de fer, jumeaux, Patrick et Sophie ont le pouvoir de relativiser les distances en les raccourcissant par la vitesse, ce qui ne va pas sans problème, de bon voisinage par exemple, avec les trains de marchandises et de banlieue. On voit mal un bolide de Formule 1 suivre le rythme des voitures familiales ou de livraison dans le labyrinthe des villes. Problème donc aussi de voies de circulation. Pour permettre à Patrick et Sophie d'ouvrir la voie aux trains à grande vitesse, on leur construit une ligne à eux, aux larges courbes, adaptées à leur vitesse et comportant des rampes importantes, hommage à leur puissance. Paris-Lyon, actuellement 512 km. Nouveau tracé pour Patrick et Sophie, 429 km. Nouvel horaire aussi, Paris-Lyon en 2 heures. Après Lyon et sur le réseau actuel, Patrick et Sophie devront être un peu plus sages. Ils n'en sont pas moins plus rapides que les plus rapides des trains en service. Les voyageurs auront l'avantage de voir en peu de temps défiler devant eux des images de France dans leur diversité de paysages et de ressources, avant de s'égailler selon leur goût ou leurs affaires, qui vers Grenoble, les Alpes et la neige, qui vers le soleil de Provence ou de la Méditerranée. Pour la réalisation de ce réseau de trains à grande vitesse, l'informatique a pris en charge la complexité des données et des contraintes, tant humaines que géographiques et économiques, tout en respectant ce qui pourrait être une devise. La voie ferrée est économe d'espace, le train est économe d'énergie. « 25 ans pour atteindre le bout du tunnel. 25 ans d'études, de recherche et d'expérience, avec des moments de gloire dans cette longue patience. Quand en 1955, on put atteindre sur rail la vitesse de 331 km/h, ce ne fut pas seulement un record, ce fut aussi un exploit et une aventure. Mais il fallait faire d'une performance une pratique quotidienne. Il est plus difficile de faire circuler des trains tous les jours, par tous les temps, à 260 km/h. Captage du courant, accélération, freinage, aérodynamique, autant d'observations qui sont soumises à l'étude. Qu'ils soient en circulation ou sur banc d'essai, tous les prototypes sont testés pièce par pièce. Ainsi vérifie-t-on par exemple la souplesse des bogies, leur rigidité, leurs points critiques. La machine doit être au service de l'homme. Et la plus élémentaire façon de le servir est d'abord de ne pas l'incommoder. Aussi, mieux vaut-il demander au robot ce que l'homme ne pourra supporter. De l'imagination première à l'objet manufacturé, le cheminement suit sa logique. Projet, étude, dessin, maîtrise de la matière, la technique parfois rejoint les rêves magiques de l'enfance. Moment de vérité. L'assemblage donne raison au calcul. Chaque pièce prend sa place. La ligne se dessine, plus belle encore de servir. Les besoins techniques sont le plus souvent facteurs de beauté.
Innovation remarquable, des bogies placées sous les anneaux de liaison, version moderne et insonorisée des soufflets, par lesquels s'articulent les voitures. On augmente ainsi le confort en évitant aux voyageurs d'être assis sur les roues. Deux motrices, 8 voitures. Une rame de 200 mètres de long. Éléments de décoration, insonorisation, climatisation, sièges individuels et orientables, en première et en seconde, répondent aux soucis de plus en plus actuels d'atténuer toute fatigue par le confort. C'est au cours du deuxième semestre 1978 que Patrick et Sophie, deux rames de pré-série, ont été lancés. Ont-ils été auscultés jusqu'au plus profond de leurs entrailles au cours de ces voyages entre Strasbourg et Colmar? 200, 220, 260 km/h, et l'on calcule, et l'on mesure, et l'on roule. Strasbourg, Colmar, Colmar, Strasbourg, sait-on seulement où l'on est? Dans un train ou dans un laboratoire? 100. Patrick appelle PN43. Patrick appelle PN43. Annoncez la vitesse, 244 Alors, km/h. vitesse 244 km/h. Monsieur Ben, nous avons intervenu à l'aéroport 36, donc vous donnez tolérance. D'accord. Oui, alors voilà le programme de la marche sur Célestat, vitesse 275. Pour le PK33.5, point de mesure Patrick caténaire, appelle 260 km/h. Alors, PK 29.5, vitesse 260 km/h. Patrick et Sophie et leurs futurs descendants, 85 rames au total, ne doivent pas plus craindre le brouillard et le froid de l'hiver que le soleil de l'été. Pas plus qu'ils ne doivent broncher malgré le souffle quand ils se croisent à 260 km/h. Pas plus qu'ils ne doivent renacler devant une pente comme celle-ci à 35 pour 1000. Patrick et Sophie n'étaient pas au monde pour faire une promenade. Pendant des mois, jour et nuit, ils ont été lancés dans un périple infernal. Strasbourg-Dijon-Paris et l'on change d'équipe et l'on recommence. Paris-Dijon-Strasbourg et l'on change d'équipe et l'on recommence. Patrick et Sophie n'ont pas droit au repos. Il faut user la mécanique. Connaître les limites d'un matériel, c'est le meilleur test de résistance et la garantie d'une parfaite sécurité. Mesdames, Messieurs, la SNCF est heureuse de vous accueillir à bord du train TGV. Un service de restauration est assuré de ce train et une voiture-bar à votre disposition. Nous vous remercions et nous vous souhaitons un voyage agréable. Sur les traces de Patrick et Sophie, les trains à grande vitesse vont prendre le départ toutes les heures pour sillonner cette région Paris-Sud-Sud-Est à l'allure d'une voiture de course. En réduisant ainsi les temps de voyage, ils composent une nouvelle géographie.
Donc nous sommes ici sur une section qui est parcourable à 360 km/h. Donc la section est un peu courte, c'est pour ça que je vous disais que ce sera mieux pour vous tout à l'heure puisqu'on aura une section beaucoup plus longue. Donc là on est à 346. Ce qu'on a besoin ici pour ces essais à 360, c'est de vérifier tout ce qu'on a appris l'année dernière sur des rames qui sont des rames du service commercial. Nous ne sommes plus dans une configuration avec une rame d'essai. Nous avons ici 2 rames duplex DAISY qui sont des rames du service commercial qui font des Paris-Marseille, qui sont aptes à la vitesse de 320 km/h et que l'on pousse à 360 km/h pour vérifier qu'un train tel que celui-là qui fait 400 mètres de long, qui fait 800 tonnes, puisse effectivement faire cette vitesse de 360 km/h. C'est une validation d'un modèle économique. Nous avons plein de capteurs aussi pour vérifier qu'au niveau par exemple du confort des voyageurs, c'est acceptable, c'est en plein confort, que ça ne bouge pas beaucoup, c'est-à-dire la stabilité, l'aérodynamisme de la rame, et également aussi le côté environnemental des choses, c'est-à-dire notamment le bruit. Il ne faut pas qu'on fasse plus de bruit à 360 km/h qu'on en fait à 320, que ce soit pour les voyageurs à l'intérieur de la rame ou que ce soit pour les personnes à l'extérieur. Donc on valide à l'heure actuelle, si vous voulez, tout ce qu'on a appris l'année dernière. Et maintenant, ça va nous servir pour pouvoir, dans le cadre de l'appel d'offres des TGV qui va avoir lieu l'année prochaine, un appel d'offres très important puisqu'il va permettre de renouveler la flotte à partir de 2015, ça va nous permettre de définir quel sera le TGV de l'avenir. À l'heure actuelle, le réseau français à grande vitesse a des lignes qui sont validées pour des vitesses de 320 à 350 km/h parce qu'elles n'ont pas été construites avec par exemple les courbes, les profils tels que les pentes, les rampes pour ces vitesses de 360. À l'heure actuelle, nous sommes les premiers au monde à faire une vitesse de 320 km/h sur la ligne TGV Est européenne puisque je le rappelle que depuis le 10 juin 2007, il y a 100 circulations quotidiennes qui roulent à cette vitesse. Les Espagnols visent 350 km/h sur l'axe nouveau entre Barcelone et Madrid avec sa prolongation en direction de Perpignan. Nous, on travaille aussi dans le cadre, je dirais, de l'Europe, de l'avenir et aussi, je dirais, de la concurrence. La SNCF, en partenariat Alstom et Réseau Ferré de France, a su démontrer qu'elle avait l'excellence de la très grande vitesse ferroviaire. Je pense que là, nous le confirmons avec cette vitesse de 360 et nous sommes véritablement prêts, mais les essais le diront, mais on est tous confiants à la SNCF, nous sommes prêts à pouvoir mettre en service plus tard, sur une ligne qui soit adaptée pour cette vitesse et avec un matériel qui soit conçu pour cette vitesse, à rouler à la vitesse de 360 km/h qui permettra évidemment de réduire les temps de parcours en France, mais aussi de réduire les temps de parcours en Europe, puisqu'on est carrément dans le cadre du réseau européen à grande vitesse. La rubrique Temps réel propose en quelques minutes un morceau de vie choisi dans l'exercice professionnel lié au monde des transports. Puis, les images sont ajoutées les unes après les autres de manière brute, dans la chronologie du temps et sans commentaire. Aujourd'hui, c'est dans un TGV à destination de Marseille-Saint-Charles que nous allons suivre un contrôleur. Fait particulier du jour, dramatique inondation dans le sud de la France, réseau ferroviaire extrêmement perturbé. Mesdames, Messieurs, bonjour. Le personnel de bord vous souhaite la bienvenue dans le TGV 6109 à destination de Marseille-Saint-Charles. Il desservira les gares d'Aix-en-Provence TGV et Marseille-Saint-Charles avait prévu 13h30. Pour ne pas occasionner de gêne, nous attirons votre attention de respecter tous les espaces non fumeurs prévus dans ce train. Durant tout le parcours, nous serons à votre disposition pour votre information et le bon déroulement de votre voyage. Merci de votre attention.
dirais quand est-ce que c'est. Pas cette inscription. Parce qu'attends, t'imagines quand même 2 heures pour inscrire tout le monde, enfin 2 heures. Sur la ronde de sécurité, on a le contrôle parce qu'on peut vérifier. de retard. Bonjour. Et voilà. Merci bien. Bonjour. Mécano, ça se complique? Mais les intempéries les ont endommagés ou non? Ah ouais, gros problème. Ouais, j'en sais pas plus. Voilà, c'est parti pour moi. Mesdames, Messieurs, nous arrivons en gare d'Aix-en-Provence. Nous excusons pour le retard subi par ce train. Mesdames, Messieurs, nous arrivons au terminus Marseille-Saint-Charles. Correspondance pour la direction de Nice, départ 15h07. Nous nous excusons pour ce retard dû aux intempéries de cette nuit. Avant de descendre, assurez-vous de n'avoir rien oublié à votre place. Nous vous souhaitons un bon après-midi.